Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour une nouvelle analyse, peut-être plus heureux que d'habitude encore, pour une raison simple, c'est qu'à l'heure d'entrer dans le sprint final de cette saison, à la dernière ligne droite, la fameuse dernière ligne droite, la question qu'on se pose aujourd'hui est indécise, extrêmement indécise, plus que jamais, et ça c'est déjà une formidable raison d'être heureux. Alors qui sera champion de France? Avant d'y répondre, je vais dire deux choses. La première, c'est que je demande à ceux qui seront tentés par cette éventualité de pas aller tout de suite en fin de vidéo pour voir le prono. Je sais que parfois ça peut arriver pour de très bonnes raisons aussi, manque de temps. Mais si vous n'avez pas le temps ici, peut-être revenez à un autre moment. Je vous promets que la réponse qu'on va apporter est très exhaustive. J'ai essayé de mobiliser l'ensemble des paramètres, tous ceux auxquels j'ai pensé, et on va dépasser tous les lieux communs que vous pouvez voir ici et là. Vraiment, on est sur une réflexion de profondeur et on va rentrer en profondeur sur tous les éléments. Donc je vous conseille de regarder le corps de la vidéo, c'est vraiment le plus intéressant. Et la deuxième chose à dire en préambule, c'est que j'aime beaucoup Monaco. J'ai consacré d'ailleurs une analyse dédiée il y a une paire de semaines pour revenir sur le travail de Niko Kovac, que je trouve formidable. Pour autant, je les ai pas inclus dans cette course parce qu'à mon avis, ils sont déjà trop loin. Ils partent de trop loin. 7 points de retard sur la tête avec 27 points seulement à prendre sur les 9 dernières journées. Un goal average défavorable aussi, nettement défavorable par rapport au trio de tête, ce qui fait du coup que c'est plus 7 points et demi même que 7 points. 3 équipes à dépasser. D'ailleurs, quand on regarde les cotes, Paris, Lille, Lyon sont tous à moins de 5, Monaco est à 40, donc c'est assez signifiant. Bon, ça veut dire aussi que si vous y croyez vraiment absolument, il y a peut-être une opportunité à saisir, mais personnellement, c'est pas mon cas et je vais resserrer le viseur autour des 3 premiers. Dans cette optique, on va commencer tout de suite avec la première donnée, la plus simple, c'est le classement, et là c'est évidemment avantage Lille qui a 63 points, Paris 60, Lyon 60, Paris très peu de matchs nuls, c'est une petite curiosité, ils font match nul, en gros ils ont fait match nul sur le début de saison une fois sur 10 matchs en moyenne, contre une fois sur 3 pour Lille et Lyon. Tout le monde a joué 29 journées, même en dehors du podium, toutes les équipes de Ligue 1 ont joué 29 journées, ça va nous aider un petit peu pour les calculs que vous allez voir dans la seconde partie. Et puis, une dernière chose à dire, c'est que le goal average est quand même largement favorable aux Parisiens, quasiment impossible à rattraper en réalité pour Lille et Lyon, et ça leur donne, on va dire, 0,5 points en plus. Je dirais que sur ce classement, ils ont 60,5 points, ça peut avoir son importance. Donc voilà pour le classement, assez simple à manier. Le calendrier maintenant, et là ce que je vous propose, c'est une étude plus technique que ce qu'on peut voir d'habitude. On va vraiment rentrer en détail pour déterminer qui a le meilleur calendrier de ces 3 poursuivants. Vous allez voir que c'est plus complexe et plus riche qu'à première vue. Ici, on voit par exemple le calendrier de Lille qui va jouer Nîmes à domicile, se déplace à Paris, se déplace à Metz, reçoit Montpellier, voyage à Lyon, reçoit Nice, se déplace à Lens, reçoit Saint-Etienne, va à Angers pour terminer. Pour l'OL, c'est PSG à domicile, Lens à l'extérieur, Angers à domicile, Nantes à l'extérieur, Lille à domicile, Monaco à Louis II, Lorient à domicile, Nîmes à l'extérieur et termine par Nice au Groupama Stadium. Et pour le Paris Saint-Germain, il y a un déplacement à Lyon qui est dès ce week-end, l'affrontement contre Lille au Parc des Princes dans la foulée après la trêve internationale, se déplace à Strasbourg, reçoit Saint-Etienne, se déplace à Metz, reçoit Lens, se déplace à Rennes, reçoit Reims, se déplace à Brest, enfin pour conclure. Et alors du coup, ce qui est intéressant ici, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de prismes potentiels qu'on peut manier pour essayer d'évaluer la force respective de ces différents calendriers. D'ailleurs, si vous voulez vous livrer à cet exercice, mettre la vidéo sur pause, pourquoi pas, tenter de réfléchir à comment vous procéderiez pour essayer de dire qui a les meilleurs adversaires à jouer, vous pouvez. On voit parfois dans les médias plusieurs tentatives d'explication, plusieurs segmentations qui sont assez arbitraires. Par exemple, telle équipe va jouer X équipe du top 10, X équipe de la seconde partie de tableau. On voit des choses comme ça. Ici, j'en ai regardé plusieurs et j'ai commencé par exemple par le positionnement moyen, la position moyenne des différents adversaires. Et ce qu'on voit du coup, c'est que pour Lille par exemple, leurs adversaires sont positionnés en moyenne à la place 9,33. Lyon c'est 9,89, donc ils sont un peu moins bien classés en moyenne. Et le PSG 9,22 qui est numéro 1 de ce classement. J'ai ensuite regardé, pour être encore un petit peu plus précis, un peu plus fin que la position moyenne, j'ai regardé le nombre de points moyens, parce que parfois en fonction des positions, par exemple, entre la 4e et la 5e place, il y a un écart assez substantiel. Du coup, j'ai regardé le nombre de points moyens. Pour Lille, cette fois, ça donne 42,44. Pour Lyon, 42,22. Et pour le PSG, 42,89. Donc on est globalement sur des chiffres similaires et ils sont pas non plus très parlants. Ça se ressemble beaucoup et c'est peut-être pas les meilleurs prismes à manier. On peut aller plus loin encore et tenter d'avoir une segmentation peut-être plus fine, un petit peu moins basée sur la moyenne. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé le calendrier et je me suis demandé
À l'heure où il y aura ces différents affrontements, et parfois un affrontement à la 38e journée, on le sait, vaut moins qu'un affrontement à la 29e en fonction de l'adversaire rencontré, à l'heure où ces équipes seront rencontrées, qu'est-ce qu'elles joueront? Pour Lille, du coup, en reprenant leur calendrier, on voit qu'ils joueront Nîmes 19e la prochaine journée, donc encore menacé par la relégation, le PSG, évidemment un cadre lutte pour le titre, Metz 7e sera en course pour l'Europe à ce moment-là de la saison, Montpellier 9e, ça commence à devenir un petit peu plus tendu, mais je pense qu'ils auront encore des points à les gratter, c'est encore possible, ce sera encore mathématiquement possible. Bon, Lyon, l'évidence est là. Nice, justement, avec Nice, on a une équipe qui est déjà dans le ventre mou et qui, à mon avis, à ce stade de la compétition, n'aura plus rien à jouer, ça c'est important. Lens, 6e aujourd'hui, 45 points, sera sans doute encore en course pour l'Europe, on ne peut pas le savoir avec certitude, mais voilà. Saint-Etienne, alors là c'est un peu plus, c'est discutable, ils sont 16e aujourd'hui avec 33 points, ont quand même un certain nombre de points d'avance sur la zone rouge, à mon avis, à ce stade de la compétition, 37e journée, ils seront sauvés. Et Angers, enfin, pour finir, qui est dans le ventre mou, 10e, 39 points, à mon avis, n'aura plus rien à jouer. Donc pour Lille, quand on fait la somme, ça donne 2 cadors à l'extérieur, à Paris et à Lyon. Une équipe qui cherchera à éviter la relégation, 3 candidats à la Ligue Europa, et 3 affrontements un peu vides contre Nice, Saint-Etienne et Angers. 3 affrontements que j'ai caractérisés de vides, où à mon avis, il y aura seulement une équipe, Lille, qui aura encore quelque chose à jouer. Donc quand on reproduit cette réflexion sur l'OL, ce que ça donne, c'est il y a le PSG, bon ok, Lens, on l'a dit, Angers, voilà, je pense que comme Lille, c'est bien avant, mais 10e place, bon, grosso modo, on n'est pas sur une équipe surmotivée. Il y a Nantes qui se bat pour éviter la relégation, il y a Lille, ok, Monaco, ok, Lorient aussi, 17e, 28 points, Nîmes, qui sans doute sera encore engagé dans cette course pour le maintien, et enfin, ça termine avec Nice, dans le ventre mou, donc c'est un petit peu plus serré de ce point de vue-là, il y a 3 cadors, parce qu'il y a aussi Monaco que Lille a déjà joué, même si c'est 2 cadors à domicile, Paris et Lille, et c'est un cadre à l'extérieur, Monaco. Il y a 3 équipes qui cherchent à éviter la relégation, c'est quand même beaucoup plus que Lille, un seul. Il y a une équipe qui vise l'Europa League, 2 vides, 1 de moins que Lille, mais il y a aussi 5 matchs à domicile contre 4 à l'extérieur, alors que Lille et le Paris Saint-Germain, il y a seulement 4 matchs à domicile, donc peut-être que ça peut jouer aussi, même si Lille est plutôt bon en dehors de ses bases, par exemple. Le Paris Saint-Germain aussi d'ailleurs, qui perd un certain nombre de matchs au Parc des Princes. Et enfin, du coup, pour terminer sur cette analyse avec le calendrier du Paris Saint-Germain, il y a Lyon, il y a Lille, et ensuite Strasbourg qui est 15e, 33 points, qui à mon avis est quasiment déjà sauvé, Saint-Etienne qui risque de l'être à ce stade de la compétition, c'est pas certain mais on peut miser dessus, Metz qui risque d'être là engagé dans la course à la Ligue Europa, mais c'est pas certain non plus. Lens qui à mon avis le sera, Rennes qui le sera d'ailleurs, le Paris Saint-Germain est la seule équipe qui doit encore jouer Rennes, ça peut être un élément important. Et puis enfin ça termine avec Reims qui est dans le ventre mou, 13e 35 points, et Brest pareil, 14e 34 points, donc de ce point de vue là je trouve un calendrier un petit peu plus favorable pour le PSG, qui va enchaîner sur les 2 prochaines semaines les 2 gros affrontements décisifs, mais ensuite il y a 3 candidats à la Ligue Europa, c'est vrai, mais aucune équipe, si on estime que Saint-Etienne est sauvé, aucune équipe qui cherche à assurer son maintien, et 4 affrontements vides de tout enjeu, c'est substantiel, et je pense que cette analyse, elle permet de resituer certaines idées qu'on a par rapport au calendrier. Parfois, il vaut mieux jouer une équipe du ventre mou, même régulièrement en fin de saison, qu'une équipe qui cherche à accrocher son maintien, même si théoriquement, elle est plus faible, la motivation, ça joue pour beaucoup, et tout ça, je pense que ça permet de nuancer l'avis qu'ont notamment certains supporters lyonnais, comme moi, de la vision de leur calendrier. Théoriquement, le plus favorable, c'est ce qu'on a vu avec le classement par points et par positionnement moyen, mais peut-être pas tant que ça, quand on regarde le fait qu'il y aura beaucoup d'équipes qui auront quelque chose à jouer contre l'OL. Donc voilà, maintenant sur le calendrier, il y a évidemment d'autres données à aborder, qui là sont nettement moins favorables, par exemple pour le Paris Saint-Germain, qui reste engagé en course pour la Ligue des Champions, qui est en plus son objectif principal, et qui est la compétition la plus énergivore qui existe, qui va consommer vraiment beaucoup de ressources pour ce PSG qui est déjà un petit peu démuni, l'infirmerie est déjà un peu pleine, donc ça peut peser, surtout s'ils accèdent aux demi-finales de la Ligue des Champions. Il y a aussi une autre donnée, c'est la Coupe de France. Alors je précise qu'à l'heure où je m'enregistre, on est mardi, je tourne la vidéo un petit peu en avance, du coup j'ai pas l'info sur la qualification du PSG ou de Lille, mais il est vraisemblable que l'OL se qualifie contre le Red Star, c'est pas certain, mais ça semble probable, alors que le PSG ou Lille, une de ces 2 équipes aura nécessairement une compétition en moins. Si c'est Lille par exemple, c'est quand même un avantage substantiel, plus de Coupe d'Europe, plus de Coupe de France.
Si le PSG passe, le calendrier devient encore plus chargé potentiellement, et du coup je trouve que c'est une rencontre super intéressante. On va dire que d'un point de vue psychologique, aucune des deux équipes ne voudra lâcher le match contre son rival pour le titre, mais en même temps, je pense que fondamentalement, aucun des deux entraîneurs n'a vraiment envie de remporter cette rencontre, parce qu'elle viendra s'ajouter à un calendrier déjà chargé. Donc voilà en gros ce qu'on peut dire sur le calendrier, tout ça pour prouver que la réflexion elle est plus complexe que simplement combien de matchs à domicile, combien à l'extérieur, les affrontements directs, etc. C'est sûr que c'est une partie importante de l'équation, mais il y a aussi d'autres données dont on a peu parlé pour l'instant et qui à mon avis rendent cette interrogation, cette question très difficile à lire. J'ai du mal à voir un avantage substantiel de part et d'autre, simplement le fait qu'à mon avis le Paris Saint-Germain est quand même équilibré, on va dire. C'est vrai qu'il y a un calendrier très chargé, mais en fin de saison il y aura aussi des affrontements contre des équipes qui n'auront vraisemblablement plus rien à jouer. Voilà, ça équilibre un petit peu cette donnée. Du coup le calendrier c'est fait. Le troisième point que je voulais évoquer, c'est assez large, mais on va dire les ressources. Pour plusieurs équipes, je pense que c'est intéressant de se poser la question de leur niveau intrinsèque, à quel niveau est-ce qu'ils peuvent évoluer, et là il y a tout de suite aussi plus de complexité à apporter. Pour moi on peut diviser en plusieurs facteurs. C'est le niveau maximum qu'une équipe est capable d'atteindre quand elle joue son meilleur football, jusqu'où est-ce qu'elle monte, le niveau minimum et le niveau moyen, le niveau qu'elle présente le plus souvent. Et ici, je pense qu'on a de grosses divergences, et c'est ça qui est super intéressant. Alors du coup dans une perspective d'évaluation, j'ai bâti ces 3 jauges de manière parfaitement arbitraire, sans doute qu'on aura des désaccords, sans doute qu'ils seront assez bien fondés, mais j'ai bâti ces 3 jauges pour tenter d'évaluer le niveau de chacun. Pour Lyon, je les ai mis entre 9 et 4. Je pense que le niveau max de l'OL, c'est un bon 9 sur 10. Dans un bon jour, ils peuvent battre absolument n'importe quelle équipe de Ligue 1. Dans un mauvais jour, en revanche, ça peut descendre assez bas, mais peut-être qu'ils sont rattrapés par un temps fort aussi. Je pense que ça descend assez bas au cours d'une rencontre, mais sur les 90 minutes, finalement, il y a souvent un moment de sursaut, il y a souvent un but dans le temps additionnel pour permettre finalement d'accrocher le match nul, par exemple comme le week-end dernier. Il y a souvent une réaction, même si elle dure 30 minutes. C'est ça aussi qui explique que malgré ces gros passages à vide, ces gros trous d'air, l'OL n'a finalement subi que 3 défaites cette saison en Ligue 1. C'est aussi pour ça que je mets le niveau minimum du Paris Saint-Germain sur une rencontre à 2, beaucoup plus bas. Il y a beaucoup plus de défaites qui sont concédées, et quand Paris n'est pas là, Paris n'est vraiment pas là, peut perdre contre Nantes au Parc des Princes. En revanche, sur le niveau maximum, je pense qu'on est plutôt d'accord pour dire qu'ils sont la meilleure équipe potentielle du championnat de France. Si Paris est à son max, il n'y a pas grand chose que les autres peuvent faire. Et pour Lille, du coup, on est à mon avis plus tassé. J'ai mis entre 8 et 5. Je pense que Lille à son max monte haut, raisonnablement haut, mais pas autant que Lyon et Paris. En revanche, le niveau minimum de Lille est encore plus faible. C'est après tout l'équipe qui a perdu le moins cette saison, 2 défaites seulement en 29 rencontres sur le championnat de France. Et du coup, leur niveau moyen, il n'est pas nécessairement corrélé à ces deux extrémités. C'est le niveau qu'on voit le plus souvent, on va dire. Et pour Lille, il est assez haut. Pour moi, il est entre 7 et 8. J'ai mis 7, à peu près pareil que le Paris Saint-Germain. Et l'OL, un cran en dessous. Je pense que c'est ça le problème de Lyon. Sur le niveau moyen qu'on voit match après match, parfois ça peut monter très haut. Et l'OL est souvent rattrapé, on va dire, de ses erreurs. Mais rattrapé de ses erreurs, ça signifie aussi beaucoup de matchs nuls concédés. On n'est pas très loin des autres nécessairement, et on n'est pas à 5, mais voilà. Plutôt 6, et c'est une conséquence aussi, pas seulement d'un fond de jeu qui peut être assez variable, mais c'est une conséquence aussi de lacunes dans les zones où ça compte le plus. Quand on regarde le classement corrigé, que j'aime bien sortir régulièrement, le classement corrigé sur Understat en fonction des expected points, basé sur le volume d'occasions créées, le volume d'occasions concédées, plus que les buts marqués et les buts encaissés. En gros, quand on regarde ce classement corrigé, l'OL est largement premier, 63,4 XPTS, expected points, contre 58,69 pour le PSG et 54,18 pour Lille. C'est la faute à plusieurs choses, mais comme on l'a dit, un manque d'efficacité énorme devant le but. L'OL aurait dû marquer en réalité cette saison 64,39 buts. Ils en ont seulement 57, personne à un différentiel qui est aussi fort dans ce sens, alors que Lille de l'autre côté, Lille en marque beaucoup plus qu'il ne devrait. Il y en a déjà pas tant que ça, 49, mais pour seulement 38,68 XG, personne n'a un différentiel aussi fort dans ce sens-là cette fois. Et après, si la production de Paris est à peu près cohérente avec leur finition, ils auraient même dû marquer un petit but de plus. C'est surtout leur efficacité défensive qui est impressionnante. Ils ont encaissé seulement 19 buts alors qu'ils auraient dû, à nouveau si on regarde les XGA, les Expected Goals Against, ils auraient dû en encaisser 29,74. À titre de comparaison, Lille en encaisse 17 et là c'est très cohérent. Normalement ça aurait dû être 17,55. Et pareil pour Lyon qui est léger derrière et ça se voit, 26 buts encaissés pour 26,92 XGA. C'est là que pour Paris à mon avis on voit l'importance fondamentale de Keylor Navas qui est d'ailleurs, quand on regarde les stats avancées individuelles, qui est
de très loin le meilleur gardien du championnat de France quand on regarde les post-shot expected goals. Sa surperformance par rapport au but qu'il aurait dû encaisser explique en grande partie la surperformance défensive du Paris Saint-Germain qui, comme on l'a montré, encaisse en gros 10 buts de moins que ce qu'ils auraient dû encaisser cette saison, et ça explique le différentiel de points. Donc le manque d'efficacité de Lyon dans les deux surfaces, beaucoup moins solide défensivement que Lille, et n'ayant pas la chance d'avoir Keylor Navas, surtout quand on voit ce qui est sans doute la moins bonne saison d'Anthony Lopez, et qui n'a pas non plus le réalisme extraordinaire du LOSC dans la surface adverse, ça coûte très très cher. Alors ce niveau intrinsèque, cette tentative d'évaluation du niveau intrinsèque des formations, c'est pas la seule ressource qu'on peut mobiliser, il y en a d'autres, et par exemple je dirais, quelle marge de progression basée sur un retour des blessés. Et là pour le Paris Saint-Germain, c'est énorme, le retour de Neymar, pour Lille, c'est pas mal du tout aussi, avec le retour espéré, attendu, d'ici quelques jours, de Burak Yilmaz, alors que l'OL n'a pas vraiment cette carte supplémentaire dans sa manche, ce joker, qui pourrait faire grimper d'un point son niveau moyen sur la fin de saison. Donc ça c'est à considérer. Parmi les autres ressources, je citerai les jambes, la fraîcheur physique, on peut estimer, comme on l'a évoqué avec le calendrier, que pour le Paris Saint-Germain, elle sera un petit peu moindre, mais il y a aussi les têtes à considérer, et là je distinguerai deux sous-concepts. C'est d'abord l'ADN historique de l'OL. Je pense qu'il y a une force historique de cette équipe dans le sprint final, dans la dernière ligne droite, qu'il a prouvé à de multiples reprises sur les campagnes de champion de France, notamment en 2002, en 2004, mais même plus récemment, pour accéder à la Ligue des Champions, pour monter sur le podium. Les 10 dernières journées, c'est vraiment le repère de l'OL, et malheureusement, on n'a pas pu le vérifier la saison dernière, en tout cas malheureusement pour moi, et pour nous, supporters lyonnais, mais ça c'est quelque chose qui traîne à l'OL. Je ne sais pas si c'est un virus qu'il y a dans les vestiaires, je ne sais pas si c'est une croyance auto-renforcée par les campagnes successives, ou alors une préparation physique calibrée en ce sens, je sais pas, mais on le constate depuis une éternité, donc ça peut jouer. Et pour le Paris Saint-Germain, je dirais que c'est une autre force qu'on distingue, c'est celle de l'expérience. Pour une équipe qui a remporté 7 des 8 derniers titres de champion de France, il y a une croyance, une confiance qui est nécessairement forte. Je pense que les jambes seront lourdes, mais qu'elles trembleront moins. Il y a un niveau de confiance, comme on l'a dit, suffisant pour permettre, par exemple, de résister à la tension d'un affrontement sur la 36e journée, sur le terrain d'un petit Pousset, encore 0-0 à l'extérieur. Je pense qu'il y a un niveau de confiance qui est fort et qui permet au Paris Saint-Germain de bénéficier encore d'une petite longueur d'avance, donc ça c'est sur les têtes. Et puis peut-être la dernière question mentale, mais qui en englobe d'autres, c'est celle de la motivation. Quelle équipe le voudra le plus? Et là, c'est assez difficile, évidemment, toutes les équipes veulent être championnes de France, mais il y en a peut-être une qu'on peut retirer, une qui est un peu un cran en dessous des autres, c'est le PSG aussi, forcément une équipe qui cherche, une formation qui cherche autre chose, qui a un autre objectif majeur cette saison, qui a remporté 7 des 8 derniers titres. On peut estimer que leur niveau de motivation est moindre par rapport à l'OL, qui n'a pas remporté le titre depuis 2008, par rapport à Lille, pas depuis 2011. Entre les deux, c'est difficile de se prononcer. Pour l'OL, je pense que il y a une volonté extrêmement forte portée au plus haut échelon du club. Pour Aulas, qui va pas tarder à partir, pour Juninho qui vient d'arriver, la volonté de remonter sur le trône et quelque part de reconquérir le trône historique de l'OL, celui sur lequel l'OL doit être assis, en tout cas celui auquel l'OL a pris goût. Je pense que c'est un désir qui est très fort, qui est partagé par l'ensemble du club, par Rudy Garcia évidemment, ce serait un beau pied de nez, par Memphis, par Aouar avant de partir peut-être cet été. Voilà, c'est super important pour l'OL, ça l'est aussi pour Lille forcément, en 2011 c'est pas si loin de 2008, en gros personne n'était là ou presque au club à l'époque. Pour Galtier, ce serait une consécration formidable, peut-être avant d'aller embrayer sur un nouveau challenge. Pour un club qui a aussi vécu des moments difficiles cette saison, des chamboulements de l'état-major, ça serait aussi franchement une belle récompense. Donc pour les deux, je pense que c'est difficile d'en distinguer un, les deux le veulent absolument. Peut-être que parfois il faut un petit peu moins le vouloir, c'est ce qu'on a dit sur le niveau de tension inhérente à ces derniers affrontements, à ces dernières journées, mais je pense que Lille et Lyon sont à peu près égaux de ce point de vue-là. Alors du coup, on a beaucoup parlé, et je pense que tout ce qu'on a réussi à prouver, c'est ça le drame, mais c'est ça la beauté aussi, c'est que ça va être très dur de se positionner. À la fin, on peut mobiliser absolument tous les éléments qu'on veut, le calendrier, la fraîcheur physique, les affrontements contre des adversaires plus ou moins bien classés, le niveau de motivation, l'expérience de ces rendez-vous-là. À la fin, c'est ça qui est beau, c'est le football qui tranchera, c'est les matchs qui trancheront en eux-mêmes, et on verra, j'ai quand même quelques intuitions à vous formuler. Alors, je pense que j'ai un biais assez significatif, forcément, c'est qu'en tant que supporter de l'OL, j'ai vu tous les matchs de l'OL cette saison.
Je peux pas en dire autant de Lille et du Paris Saint-Germain, même si j'en ai vu un paquet, je les ai pas tous vus. Et du coup, j'ai un œil un petit peu plus acéré sur Lyon qui me permet de dire qu'à l'OL, j'ai vu cette année une transformation et un état d'esprit qui a changé. Juninho, via son discours, via ses recrues, a vraiment apporté une dose de combativité, de détestation de la défaite et de hargne qui manquait franchement à une équipe qui a toujours été individuellement talentueuse, qu'il était peut-être d'ailleurs encore plus sous Genesio il y a quelques saisons, mais qui était aussi plus nonchalante, dont l'état d'esprit était moins bon, plus faible. Je pense que ça peut jouer, et en même temps, je pense que pour cette saison, ça risque d'être un peu trop court. En ayant vu tous les matchs de l'OL cette saison, c'est vrai que j'ai vu un état d'esprit qui a changé et qui permet de faire grimper leur niveau minimum. Ils se rattrapent toujours sur 15-30 minutes, parfois il suffit d'un quart d'heure, comme contre Rennes, après avoir été malmenés pendant l'ensemble de la partie, pour revenir dans ce match et accrocher un point un peu miraculeux, pour rester dans la course, pour ne concéder finalement que 3 défaites cette saison, comme on l'a dit. Mais il y a des lacunes qui sont trop fortes, on l'a bien montré aussi via l'efficacité dans la surface adverse, qui est trop faible, et l'efficacité dans sa propre surface, encore trop de lacunes. Lyon peut craquer à tout moment, même en menant 3-0. Lyon n'est pas à l'abri d'un renversement de situation, d'un retour de l'adversaire. Comme on l'a vu sur les chiffres avancés, Lyon c'est beaucoup moins solide que Lille, et en même temps, tu bénéficies pas du joker Keylor Navas pour te sauver. Donc voilà, tous ces éléments me font pencher plutôt sur un duopole Lille-PSG. Maintenant, répondre à la question de notre titre, du titre de champion de France et du titre de la vidéo, répondre à cette question, c'est se demander en gros qui est capable d'élever son niveau sur les 9 dernières journées et le maintenir à ce niveau-là, le maintenir de manière stable pour en gros obtenir, je dirais, 24 points sur 27, 23, 24 points. À mon avis, c'est ce total qu'il faut viser pour être champion de France. Pour prendre la couronne, on a soit la constance des Lillois, soit le niveau maximum du Paris Saint-Germain, et j'aurais tendance à plutôt partir sur la seconde option. Le niveau max du PSG qui est en gros capable d'atteindre le 10 sur 10. Si demain le PSG, si sur les prochaines semaines le PSG faisait un 27 sur 27, 9 victoires sur 9, est-ce qu'on serait vraiment surpris? Ils ont ça dans leur gène, ils ont ça dans leur corde. En revanche, tout ce qu'on a évoqué pour l'instant montre aussi à quel point c'est dur de trancher, et de mon point de vue, c'est impossible aujourd'hui de faire la différence entre Lille et le PSG. Je pense que les deux sont aussi bien placés l'un que l'autre. Pour d'autres éléments, peut-être que le plus évident, c'est celui qu'on cite le moins et on ne devrait pas. Lille a 3 points d'avance, et 3 points d'avance quand il en reste seulement 27 à prendre, c'est bien sûr l'analyse la plus simple, mais c'est significatif. Donc il y a ça, et il y a aussi le fait que, quelque part comme au poker, Lille parle après le Paris Saint-Germain. Ce week-end, on a OL-PSG à Lyon. PSG-Lille, ce sera seulement la journée suivante, et imaginons un scénario où Lille ce week-end, dimanche à 17h, l'emporte contre Nîmes, et où il y a match nul entre le PSG et Lyon. Lille prend 5 longueurs d'avance avant de se déplacer au Parc des Princes, quelque part, peut adapter son plan de jeu en fonction, se présenter au parc avec une approche un peu plus restrictive, bétonner derrière, prendre le point du match nul, et conserver 5 longueurs d'avance sur le PSG. Voilà, c'est un scénario qui à mon avis est plutôt favorable pour les Lillois. Ça rend toute cette question très très difficile à trancher. D'ailleurs sur Twitter, je vous ai posé la question au cours d'un sondage réalisé mardi dernier. Voilà, votre avis reflète parfaitement le mien, donc on est parfaitement raccord là-dessus. En revanche, c'est assez intéressant, les bookmakers, eux, voient la chose de manière assez différente. La cote du PSG à 1,50, Lille à 4 et Lyon à 5 du coup. Donc ça montre à quel point on continue d'attribuer une force au Paris Saint-Germain. Elle est méritée, elle se base sur une domination extraordinaire sur les dernières saisons, ok, mais ça prouve à quel point c'est dur d'aller contre ce Paris Saint-Germain qui peut rafler la mise, on le sait tous. Donc voilà, ce qui est certain aussi, c'est qu'on sera assez vite fixé, en tout cas on aura plus d'éléments dans quelques heures à peine, puisque dimanche soir à 21h, c'est OL-PSG. Alors là, les cotes, c'est 2,12 pour le Paris Saint-Germain, c'est 2,85 ou c'est 2,90 pour l'OL, et le nul, lui, est à 3,85. Donc le PSG, dans cet affrontement à Lyon, est aussi favori. J'ai pas de prono à faire, franchement, je pense que c'est ça la beauté de cette fin du championnat de France, c'est très très difficile de pronostiquer. Donc si la partie Paris vous intéresse, et je parle pas du PSG, si vous voulez transformer vos intuitions en action, vous avez 100 € offerts sur BetClick en utilisant le code promo Willou. En utilisant le code promo Willou, vous débloquez le bonus d'inscription, le bonus de bienvenue, et je touche une belle commission à chaque inscription. Si vous comptiez déjà vous inscrire sur BetClick, disons que c'est une très bonne manière d'aider la chaîne et de soutenir mon travail. Donc allez-y, code promo Willou, je le mets en commentaire et en description. Merci d'avoir regardé la vidéo, surtout. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça. Je pense qu'on a essayé d'être le plus exhaustif possible
possible, mais il y a sans doute des arguments qu'on n'a pas mobilisés, il y a sans doute des réflexions alternatives qu'on peut construire, j'en doute pas. Donc dites-moi qui vous voyez champion de France et pourquoi surtout. Et j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un petit pouce bleu. Si vous voulez pas rater la prochaine qui arrive très vite, beaucoup de contenu qui arrive très vite sur la chaîne, vous pouvez vous abonner, ça aussi, ça me fait très plaisir. Et puis voilà, merci de votre soutien, on se retrouve très vite pour la prochaine. Prenez soin de vous comme d'habitude, bon match ce week-end et puis bonne fin de saison qui s'annonce totalement folle. Prenez soin de vous et à bientôt, bisous.